Moi, ce que je vois dans les centres-bourgs par rapport à ce nouveau modèle, eh bien, c'est que les centres-bourgs qu'on arrive à restructurer, c'est des centres-bourgs où on se dit, on ne va pas chercher coûte que coûte à mettre du commerce dans toutes les vitrines vacantes. Déjà, on va essayer de regrouper les commerces qui sont ouverts sur un pôle le plus ramassé possible. C'est-à-dire que déjà, peut-être qu'il faudra restreindre la taille de nos centres-bourgs pour qu'ils soient plus impactants. C'est la question de l'intensité. Ça, on va pouvoir aussi en parler. Donc il va falloir qu'on intègre cette logique-là. Il va falloir aussi qu'on intègre d'autres évolutions et des évolutions sociologiques. J'en prendrai deux majeures. La première, c'est l'accélération des déplacements des populations et des actifs. C'est un sujet majeur. Pourquoi ? Parce que l'actif, aujourd'hui, il travaille de plus en plus loin de son domicile. Même si on a des lois en France qui font la chasse aux déplacements et qui cherchent à réduire les déplacements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on a très clairement une logique aujourd'hui où on se déplace de plus en plus. Qu'on le veuille ou non, toutes les cartographies le montrent. Donc ça veut dire que les actifs qui vivent sur vos territoires, comme ils se déplacent de plus en plus, ils vont certainement aussi être plus tentés de consommer un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a moins de clients captifs. Ce qui renverra aussi la question des horaires d'ouverture pour les actifs. On en parlera tout à l'heure. Les nouveaux modes de consommation, c'est aussi d'intégrer la senior economy. Parce que finalement, ce qui se passe en France, c'est qu'on construit du commerce, on aménage le commerce, comme si nous étions dans les 30 glorieuses, avec une croissance de pouvoir d'achat et la part des seniors qui était à 10%. Or, le pouvoir d'achat n'augmente pas, à moins que ce soit le cas ici, mais j'ai pas vu. Et puis surtout, la part des seniors, on est aujourd'hui sur des parts de seniors des plus de 60 ans ou 65 ans qui est globalement à 40%. Et la part des plus de 75 ans qui est certainement aux alentours de 15%. Donc ça nécessite de repenser le commerce. Est-ce que le commerce de demain, ça ne sera pas un commerce qui ira davantage vers le client et où ça sera de moins en moins le client qui vient vers le commerce ? Une vraie question. Je mène, et ça va peut-être vous faire sourire, voire certains hurler, une réflexion actuellement dans la région de Belfort-Montbéliard, c'est un marché test, où c'est McDo France qui nous a dit « Aidez-nous à réfléchir à ce que sera le restaurant McDonald's de demain ». Pardon ? Peut-être. Peut-être. Et si on s'extrait d'un jugement sur la question de est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose, est-ce qu'on y mange bien, on n'y mange pas bien, bref, il faut s'extraire de ça. La demande principale que l'on a des consommateurs, qu'on a réunis en groupe de travail comme ça, pour les faire réfléchir, la seule demande, c'est qu'on me livre à domicile. McDo nous dit non, pour nous c'est impossible, puisque nos cheeseburgers, nos Giant, etc., ils doivent être mangés dans les 3 minutes. Autrement, ils sont jetés. Le consommateur nous dit, moi je m'en fous d'avoir un cheese qui soit froid, je le réchauffe au micro-ondes. Juste pour montrer qu'il faut partir des usages. McDo avait une logique d'offre, en disant, nos produits c'est ça, ils sont mangés dans les 3 minutes, autrement ils sont jetés. Le consommateur il dit, moi je veux venir dans le restaurant McDonald's, ça ne m'intéresse pas. Et que si demain j'ai de la livraison à domicile, c'est un sujet qui m'intéresse. Je vais prendre des exemples qui vont vous apparaître complètement déconnectés. Mais qu'importe, j'en prendrai d'autres qui sont aussi complètement connectés au territoire. Mais c'est pour bien montrer aussi qu'y compris sur des marques majeures, eh bien on a des changements de consommation. Et le fait que le commerce ira demain davantage vers le consommateur est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi s'organiser, peut-être à l'échelle des centres-bourgs, pour avoir des services de livraison à domicile. Peut-être qu'on va remettre au goût du jour, on reviendra tout à l'heure, la question du commerce itinérant. Et peut-être qu'il va falloir qu'on se repose, c'est quoi la proximité ? Parce que souvent on se dit, ouais, le centre-bourg, le consommateur, il veut de la proximité. Sous-entendu, il veut de l'humain. Oui, il veut certainement de l'humain. Mais on voit que le consommateur, il est capable de vouloir, par exemple, le week-end de l'humain, mais la semaine de la praticité. Et que la proximité, c'est pas qu'il vienne au commerce, mais peut-être que le commerce vienne à lui. Et puis il va falloir qu'on se réinterroge aussi sur ce sujet-là, on va le décliner tout à l'heure, dans ces nouveaux modes de consommation, sur la question des horaires d'ouverture. Ça, c'est un vrai sujet.
Pourquoi c'est un vrai sujet? Parce que je vous ai dit que sur la partie des actifs, les actifs ils partent travailler de plus en plus loin, et donc quand ils font le chemin inverse, ils rentrent de plus en plus tard sur la commune où ils résident. On le voit très bien sur notre territoire, on a une part de migration quotidienne vers l'extérieur qui est importante. Comment le commerce local répond aux besoins d'un actif qui rentre à 19h30 ou 20h? C'est une vraie question. Alors, il y a différents éléments de réponse. Il y a des commerces qui ouvrent plus tard, des commerces qui disent commandez par internet ou téléphonez-moi, je prépare, et puis on va organiser dans un lieu comme celui-ci une sorte de conciergerie où je vais pouvoir venir retirer mes produits. Mais ça, il va falloir l'intégrer. Et même en poussant un peu le sujet, c'est de se dire aussi sur la question des horaires d'ouverture, c'est que le commerce est le seul secteur de l'économie où globalement les entreprises sont fermées quand le consommateur actif est disponible pour consommer. Je le livre comme ça. Je ne suis pas en train d'ouvrir, surtout à une période préélectorale, la question de l'ouverture des commerces le dimanche ou la nuit. C'est pas le sujet. Mais le vrai sujet, c'est que tant qu'il n'y avait pas Internet, le commerçant était roi. C'est-à-dire que c'est lui qui fixait les temps où le consommateur consommait. Maintenant, avec Internet, c'est le consommateur qui décide quand est-ce qu'il veut consommer. Ça change plein de choses. Il n'y a pas de réponse toute faite à ce changement-là. Mais c'est une vraie question. Et là aussi, chaque territoire va imaginer sa réponse. Il y a des territoires qui vont développer des services de commande en ligne mutualisés entre les commerçants, mais c'est des sujets importants. Et juste se dire que toutes ces petites questions que je pose de comment on se différencie va prendre tout son sens par rapport à l'équation qu'on a au mur là. Le commerce, c'est de l'économie, et l'économie, c'est un truc, on m'a toujours appris que c'était simple, c'est juste une histoire d'offre et de demande. Et on va dire que depuis que le commerce existe, globalement 18e siècle en France, jusque on va dire 2008-2010, on avait une demande qui progressait toujours plus vite que l'offre. Sauf que depuis 2008, quand on rajoute le nombre de mètres carrés nouveaux qui s'ouvrent, plus la consommation sur Internet, on a changé complètement de paradigme. Aujourd'hui, on a une offre commerciale qui est supérieure à la demande. Ça change beaucoup de choses. Parce que ça veut dire que si on n'est pas différenciant en termes, je ne sais pas moi, de look de commerce, de service, de concept marchand, d'horaire d'ouverture, de tout ce qu'on veut, si on n'est pas différenciant, on n'arrivera pas à capter les consommateurs. Ça, c'est un vrai sujet, parce que pendant très longtemps, le commerce était une logique, ce que j'appelais moi de cueillette. Déjà, c'était le commerçant qui fixait ses horaires d'ouverture. 2, on avait une population qui ne se renouvelait pas beaucoup sur l'ensemble des territoires ruraux. Et donc, finalement, on venait dans tel commerce parce qu'on avait l'habitude d'y venir. Et comme on ne travaillait pas très loin d'où on vivait, on consommait aussi un petit peu en vase clos. C'est ce que j'appelais, moi, du commerce de cueillette. C'est-à-dire, le consommateur était là, j'ouvrais boutique, le consommateur rentrait et puis il repartait avec ses produits. Aujourd'hui, on a une offre qui est beaucoup plus importante, des propositions marchandes, qu'elles soient physiques ou digitales, de plus en plus fortes. On a un consommateur qui se déplace de plus en plus, et on a un consommateur qui a des modes de vie et des modes de consommation en termes de temps sociaux, complètement différents. Et donc il va falloir qu'on passe d'une logique de cueillette à une logique de conquête de clientèle. On ne va pas pouvoir se permettre simplement d'attendre que le consommateur vienne. Donc là, on va avoir un vrai sujet de réflexion sur, finalement, comment on se différencie, et en se disant que la différenciation, parce que le modèle commercial a toujours fonctionné comme ça depuis les années 70, si on veut capter de la clientèle, il fallait toujours avoir un peu plus d'activité. C'était vrai dans les zones commerciales, c'est vrai dans les centres-bourgs. Aujourd'hui, ce n'est plus la question de la quantité d'activité.
C'est la question de l'attractivité qu'on va réussir à développer. Et la question de l'adaptation aussi, eh bien, au mode de vie et au mode de, on va dire, au mode de consommation de demain. Donc c'est pour ça que j'avais mis quelque part qu'il faudra imaginer le commerce de demain sans penser comme hier. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on repense tous ces éléments-là. Et pour repenser ces éléments-là, moi je me suis dit finalement, si on cherche un peu à résumer, qu'on a 7 défis à relever pour se différencier. Donc déjà, il va falloir s'adapter aux consommateurs nouveaux. Je me souviens que lorsqu'on a fait le travail sur les OCMAX, sur chacun des quelques territoires sur lesquels on a travaillé, on a quand même noté une chose, avant même de parler commerce, c'est qu'on avait... Dis ce que c'est qu'une OCMAX, parce qu'à mon avis, il y a la moitié qui est perdue. Tu as raison. Lorsqu'on a donc travaillé sur ces études qui étaient là pour justement bâtir un programme, une opération d'aide au commerce, OCMAX, opération de modernisation du commerce, de l'artisanat et des services, eh bien, lorsqu'on a travaillé ces opérations-là, on a fait une étude. Et dans l'un des chiffres qui m'a très fortement interpellé, c'est que sur un territoire comme le vôtre, où on se dit, tiens, la population stagne, voire elle baisse, on a quand même un formidable renouvellement de population. C'est-à-dire qu'on a environ 20 à 25% des habitants, et on l'avait revu dans les villages du futur, qui ne vivaient pas, sur le territoire il y a 5 ans. Et c'est là qu'on doit être en conquête, parce que ces nouveaux habitants, ils ne connaissent pas que chez le pâtissier, là, on fait des bons gâteaux, que chez l'optique, là, il est bien sympathique, l'opticien. On a besoin d'être vraiment dans une conquête permanente pour capter ces nouveaux flux. Très longtemps, le commerce rural pouvait se permettre de ne pas faire d'efforts pour capter parce qu'on avait une population qui était fidèle. Il n'existe plus aujourd'hui de fidélité du consommateur. Donc il va falloir imaginer des nouveaux trucs, des nouvelles solutions pour aller fidéliser ce consommateur. Donc le renouvellement de population, le flux d'actifs, j'insiste là-dessus. Souvent dans les centres-bourgs ruraux, on me dit les actifs, on ne les voit pas, on a une clientèle de personnes âgées. Et oui, c'est normal. Parce que finalement, le modèle de développement du commerce qu'on propose est un modèle adapté à ceux qui ne travaillent pas. Mais on ne va pas chercher les actifs. Et là, je travaille actuellement sur une commune en Bretagne qui est en train de mettre en place un service de conciergerie. Là où effectivement on peut déposer à un seul endroit, tiens, ces vêtements au pressing, qu'importe si les commerces sont fermés ou pas. On peut passer commande, venir chercher ses commandes dans les commerces locaux, mais aussi venir chercher son panier de producteurs. Parce que c'est un truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais qui est important, c'est que dans la consommation hors magasin, on parle du commerce digital, mais il y a un truc qui a explosé. Et pour avoir travaillé ici avec Morvan Terroir, on voit bien l'importance, c'est toute la consommation aussi en circuit court. Si on prend les circuits courts, attendez, on a fait une étude récemment. Si je cumule la part de marché des marchés, plus la part de marché en alimentaire des circuits courts, des achats chez le producteur, j'arrive finalement quasiment à 5-7% des dépenses alimentaires des ménages. Le commerce traditionnel, c'est 15%. Vous voyez le poids que ça prend. Donc, le commerce, là encore, ça milite pour la question, peut-être que le commerce, ça ne sera pas du commerce physique demain, mais ça sera une autre manière d'apporter du service à la clientèle. Et en regardant les consommateurs nouveaux. Et puis, il va falloir aussi regarder le budget des ménages. Alors, le budget des ménages, moi je structure finalement, dans un contexte en matière de consommation, selon trois grandes catégories. Il y a des dépenses qui sont des dépenses de contrainte en croissance, qui pèsent de plus en plus sur le budget des ménages. C'est les dépenses de logement, d'énergie. Donc l'énergie, c'est le chauffage, mais c'est aussi l'énergie pour se déplacer, puisque les déplacements ne cessent d'augmenter. Les dépenses de santé, qui augmentent, et puis les dépenses d'enseignement. Il y a des dépenses qui sont des dépenses plaisir en croissance. Il faut bien voir qu'en période de tension économique, il y a des dépenses qui ne cessent de progresser. C'est la restauration et les loisirs, typiquement. Ça, c'est un élément extrêmement important pour rattacher des habitants au territoire. C'est la qualité, la convivialité des espaces de café et de restaurant. On a un vrai enjeu sur ce point-là. Et puis, dans les dépenses en croissance aussi, alors je ne sais pas,
l'INSEE et le CREDOC mettent ça aussi comme nous dans les dépenses de plaisir, c'est tous les forfaits Internet, les forfaits téléphoniques, etc. Et ceux qui ont quelques ados savent combien ça pèse effectivement sur le budget des ménages. Et puis vous avez des dépenses qui sont des dépenses d'arbitrage. Alors tiens, l'alimentaire est une dépense d'arbitrage. Parce qu'on peut effectivement faire varier son panier moyen. Mais l'alimentaire aussi, parce qu'on l'entend beaucoup sur les médias, on dit les Français se serrent la ceinture, les Français mangent moins. Or, on a un vrai report. Comme les gens travaillent de plus en plus loin de leur domicile, on mange de plus en plus ce qu'on appelle en restauration hors foyer. Donc, on consomme moins dans les achats alimentaires. C'est un report. Et puis, il y a les dépenses d'habillement, d'équipement de la maison, qui sont effectivement les dépenses en tassement. Donc il va falloir aussi, selon le type de commerce qu'on veut développer, imaginer comment on peut se différencier. On a néanmoins des commerçants qui fonctionnent très bien, même sur des secteurs où on a des dépenses en tassement. C'était en parlant avec Anne en début de semaine, là, je prenais très rapidement l'exemple d'une commune sur laquelle on travaille qui s'appelle Ham, H-A-M, qui est une commune de Picardie, on est à peu près à 2200 habitants, on est à 30 km de Saint-Quentin, et je passe souvent mes soirées avec les commerçants dans des réunions, et là, c'était un soir du mois de novembre, il faisait froid, il pleuvait, et c'était la déprime complète, puisque sur Ham, on a une population qui est en décroissance d'environ 10% sur les 6 dernières années, on a des niveaux de revenus très bas, etc. Et j'avais face à moi une vingtaine de commerçants déprimés. Vous êtes là un jeudi soir, il pleut, vous dites « Ah là là, quel beau métier je peux avoir !» Et puis, au fond de la salle, j'ai une personne qui me dit « Vous savez, moi j'ai un commerce à Ham que j'ai ouvert depuis quelques années et ça marche très bien. » Là, vous dites « Alléluia, ça va apporter un peu de vie dans la réunion où effectivement c'était la sinistrose. » Elle me dit « Ouais, moi je suis dans les dépenses d'arbitrage en tassement. C'est-à-dire que je fais du prêt-à-porter. Je fais du prêt-à-porter, mais plutôt haut de gamme. Alors c'est osé, sur une commune avec des faibles niveaux de revenus. Et puis, elle me dit, j'ai un concept un peu particulier. Après, on l'aime ou on l'aime pas, qu'importe. Son concept, ça s'appelle, en prêt-à-porter, telle mère, telle fille. Donc, globalement, elle a les mêmes fringues pour la maman et pour la fille. Bon, j'ai du mal à imaginer ma fille, se dire je m'habille comme maman, ou bref. Qu'importe. Mais elle me dit, ça marche très bien. Donc, je fais du haut de gamme, j'ai un concept qui est différenciant. Et puis elle me dit, j'ai arrêté de faire de la distribution. Je trouve ça très intéressant. Ouais, elle me dit, moi je travaillais dans un magasin de fringues avant, et puis effectivement, c'était quoi le commerce de fringues? C'était de mettre des fringues sur des rayonnages avec un éclairage de tubes néon. Voilà, je faisais de la distribution. Moi, mon commerce aujourd'hui, il est aménagé comme un appartement. Cocooning, etc. Et puis elle me dit, je fais comme Zara en plus. Là, vous dites, c'est osé. Elle me dit, ouais. Parce que je travaillais dans un magasin de fringues avant et lorsqu'on avait les collections qui arrivaient, vous savez, dans le prêt-à-porter, les collections, elles se commandent en mars, elles arrivent dans les magasins en septembre et globalement jusqu'au solde de janvier, on a les mêmes produits. Donc on n'incite pas le consommateur à revenir souvent. Qu'est-ce qu'a fait Zara? Zara, eux, ils ont dit, pour inciter le consommateur à venir très souvent, on a une nouvelle collection tous les mois. C'est ce qui crée le flux. Pourquoi Zara a un tel impact? C'est parce que justement l'offre crée l'événement régulièrement. Et elle me dit, finalement, moi je fais comme Zara, j'ai une nouvelle collection tous les mois. J'aime bien le concept, parce qu'elle a su être disruptive, on reviendra sur ce terme-là, dans l'offre, dans la manière de présenter l'offre. Elle ne s'est pas dit, c'est dur, les gens n'ont pas de pouvoir d'achat et la population baisse. Elle s'est positionnée plutôt sur un niveau haut de gamme, moyen haut de gamme. Soyons très attentifs sur ce qu'on dit sur le haut de gamme. Et puis elle me dit, en plus, j'ai fait un autre truc, c'est que je privatise mon magasin. Alors la privatisation, c'est tout simple. C'est simplement, elle a une consommatrice qui lui dit, tiens, moi je passerais bien à 19h30 ou 20h. Elle ne va pas rester ouverte tous les jours jusqu'à 20h, mais par contre, la consommatrice, elle peut venir à 20h, elle a le magasin pour elle. Je trouve ça assez intéressant. On n'est pas dans une grande ville. On est sur un pôle en zone rurale
et on voit bien que finalement, cette personne-là, elle arrive à se développer. Elle gagne très bien sa vie. Et puis là, elle va ouvrir, je vous le donne dans le mille, tel père, tel fils. C'est son projet, elle dit, je n'ai pas retourné à Ham depuis quelque temps, je n'ai pas regardé. Juste pour expliquer que les commerces qui fonctionneront demain, ça sera des commerces qui vont renouveler complètement le modèle marchand. Alors je prends l'exemple de Ham, mais je pourrais vous en prendre plein d'autres, on va y revenir. Donc ça, c'est un vrai défi de s'adapter au budget des ménages, mais de ne pas se dire tout va mal, c'est la crise. Juste pour simplement, il faut qu'on se dise, c'est que par la différenciation, même si on est sur un marché tendu, eh bien on peut s'en sortir. Alors après, si on parle de commerce, il y a un enjeu très, très important aussi, c'est d'enchanter le consommateur. Les anglo-saxons disent que le commerce de demain, il ne sera plus là pour faire du business, mais que le commerce de demain, il sera là pour enchanter le client. Finalement, si on a du plaisir à venir, c'est là qu'on consommera. S'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas une ambiance un peu différente, on ne viendra pas. Et c'est parce qu'on enchantera qu'on fera du business derrière. Alors, c'est quoi l'enchantement ? Ça commence par comment je me gare, comment je viens jusqu'au commerce, et puis est-ce que ma façade, mon éclairage, la propreté du store-ban, est-ce qu'elle enchante ? C'est basiquement ces éléments-là qu'il faut intégrer. Ça renvoie aussi à comment je me différencie. L'effet vitrine va être extrêmement important. Et d'ailleurs, pour bien comprendre cela, je vous ai mis ici un graphique où on a cumulé différents résultats d'études. Dans toutes nos études, quand on interroge les consommateurs, à peu près 100 000 par an, on pose la question, tiens, quand vous consommez sur Internet, c'est quelles sont les raisons de consommation ? Alors pour bénéficier de prix et de promotions plus attractives, plus intéressantes, on est à 53%, on est largement en numéro 1. Mais ce qui émerge complètement depuis 2 ans, ou qui était à 10% avant, c'est pour gagner du temps et éviter les contraintes de fréquentation des magasins. Le consommateur est en train de penser que venir faire ses achats est une contrainte. Il faut vraiment l'intégrer. Avant, on venait naturellement dans un commerce en se disant, voilà, proximité, c'est de l'humain, etc. On a plus d'un consommateur sur 2 qui commence à nous dire, aujourd'hui, faire mes achats dans un magasin, ça devient une contrainte. Donc si on n'enchante pas, si on n'apporte pas quelque chose d'un peu différent, l'effet contrainte va continuer à émerger de ce côté-là. Et enchanter le consommateur, c'est quoi ? Je vous ai mis ici en photo, mais ça va peut-être pas voir. Non, on va rien voir du tout. Un travail qu'on a fait sur une commune qui s'appelle, une très très grosse commune, qui s'appelle Louvigné du désert. Alors d'ailleurs, on a proposé aux élus sur l'étude de marketing territorial qu'on a fait avec eux de modifier le nom de la commune. Et il y a eu un petit référendum et le changement n'a pas été validé. Bon, qu'importe, c'est pas le souci. Mais sur Louvigné, ce que l'on a fait, c'est que on a missionné un designer pour travailler avec chaque commerçant sur le relooking de sa façade. Il a pris en photo chaque façade commerciale et il a fait une proposition de relooking. Alors, je ne sais pas si on voit bien la deuxième ligne, là, c'est une bijouterie là, qui était dans les roses, un truc qui nous passait dans un truc un peu mieux mis en scène. Tout à l'heure, vous pourrez vous approcher de l'ordinateur, on les verra mieux. Et en fait, on s'est rendu compte que par le fait de faire venir un designer, des commerçants qui n'avaient pas d'idée et qui pensaient que ça allait leur coûter très très cher leur façade, de relooker leur façade, on s'est rendu compte, la plupart nous ont dit mais finalement le relooking est en train de me coûter moins cher de ce que j'avais fait il y a de longues années, parce que c'est pas un sérigraphe, c'est pas un peintre en LED, c'est pas un enseigniste qui va essayer de mettre un maximum d'éclairage, on a essayé de rationaliser les choses. Et ce travail là sur les façades, ça va être un enjeu à mon avis important parce que comme on a une population qui change, il faut lui donner envie de rentrer dans nos commerces. J'ai vu qu'il y avait quelques commerces, un salon de coiffure, une boucherie qui s'était relookée. Je trouve que dans la rue, ça modifie complètement l'atmosphère de cette rue que je connais, la rue Paul Barreau, je ne me trompe pas, c'est ça, que je connais depuis longtemps, et je trouve que ça change tout. Hein, et donc c'est un enjeu extrêmement fort à travailler de ce côté-là. C'était le défi numéro 3. Le quatrième défi, c'est être to be or not to be multicanal.
souvent quand je fais des réunions avec les commerçants, on me dit finalement on sait très bien comment ça marche Internet et le commerce physique. Les gens viennent voir dans le commerce et achètent sur Internet. C'est ce qu'un acronyme anglo-saxon appelle des ROCON, c'est-à-dire recherche offline, consomme online. Donc je viens voir en magasin et puis après je vais voir s'il y a des meilleurs prix sur Internet. En fait, on s'est rendu compte, les études anglo-saxonnes et puis les études qu'on a pu monter, montrent qu'en face, il y a les ROCOF, ceux qui recherchent online et qui consomment offline, c'est-à-dire qui consomment en magasin. Et les ROCOF, si vous voyez le petit sondage au-dessus, sont plus importants, c'est la deuxième ligne, que les ROCON. Donc ça veut dire aussi que si on veut développer un commerce demain, il faudra avoir 2 vitrines. Ma grand-mère qui était commerçante dans un magasin de laine me disait tous les matins il faut nettoyer sa vitrine physique. Mais tous les matins, je pense que dans le commerce de demain, il faudra aussi mettre à jour sa vitrine numérique. Il y aura vraiment les deux. La vitrine numérique est une condition essentielle de fonctionnement du commerce de demain. Alors vous allez me dire ouais mais les personnes âgées ne vont pas sur Internet. Puis déjà les personnes âgées dans quelques années, ce sera peut-être nous.